Bonjour à tous, c'est Patrick Hernandez en direct de l'île sur la Sorgue dans le Luberon. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vraisemblablement vous faire sourire, vous rappeler des souvenirs, en tout cas à moi ça m'en rappelle. C'est l'histoire de cette magnifique chanson qui s'appelle Born to be Alive. Alors en fait, l'histoire commence en 1972. Lorsque je consulte un voyant qui m'avait été conseillé par quelqu'un, et que ce voyant, au travers d'un verre d'eau que je tiens, m'annonce à mon grand regret qu'il ne se passera rien dans mon existence de musicien avant mes 30 ans. Donc c'est un peu le désespoir parce qu'en 1972, j'ai donc 23 ans et je me dis « Ah mince, il va falloir que j'attende 7 ans ». En fait, je suis en passe de signer un contrat avec Claude François, le célèbre chanteur français, et il me dit à un moment de la conversation, ce voyant, que je ne signerai pas ce contrat avec cet artiste et que je vais partir un peu en galère comme ça jusqu'à mes 30 ans. Et effectivement, quelques jours après, je rencontre, avant de signer ce contrat avec la Maison Flèche et avec Claude François, je rencontre un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel, qui cherche un chanteur-guitariste. Je tombe littéralement amoureux de ce qu'ils font, de leur musique. Ils ont déjà un producteur, ils ont déjà fait des disques qui ont fait des bides, mais ils ont déjà fait des disques, donc ils ont une certaine expérience du monde du show business. Et donc je m'embarque en galère avec ces musiciens-là. Nous partons d'ailleurs pour écrire quelques chansons pour un album, pour un éventuel album à Royan, passer quelques mois, on vit un peu en autarcie comme ça, on vit la vie des groupes de rock de l'époque. Et c'est un an après, au sein de ce groupe, que un soir de blues un peu, j'écris Born to be Alive. Ça se passe à Pigalle, avenue Frochot, pour ne pas la citer. Une super petite avenue privée à 2 pas de la place Pigalle. Et j'écris cette chanson en réaction au fait que les gens qui m'entourent ne vivent pas pleinement leur vie, c'est-à-dire qu'ils font les choses à moitié dans tous les domaines. Et je m'insurge un peu contre ça. Donc ça donne effectivement très rapidement, en tout cas pour la musique, elle est venue très rapidement. Après, pour le texte, c'était un peu plus compliqué. Mais j'écris donc Born to be Alive en 73 dans cette maison de l'avenue Frochot à Paris, donc à 2 pas de la place Pigalle. Au sein de ce groupe, il y aura plusieurs tentatives. Une première tentative où je suis d'ailleurs un simple guitariste et choriste sur une chanson en français que chante un des membres de ce groupe. La chanson s'appelait Quand la danse est finie. On a fait quelques télés, notamment Guy Lux à l'époque, qui était la télé qu'il fallait faire pour essayer de vendre des disques. Et ensuite, je crois 2 ans ou 3 ans après, vers 75-76 dans ces eaux-là, notre producteur, qui s'appelle Jean Vandelot, déjà, et qui sera donc le producteur de Born to be Alive par la suite, Jean Vandelot nous demande de faire une reprise d'une chanson célébrissime qui s'appelle Ramona, qui est une chanson des années 20 ou 30, enfin une ancienne chanson. Et bien évidemment, ces 2 disques font des bides retentissants. Et devant ces 2 bides-là, d'ailleurs, entre parenthèses, le groupe décide de partir au Club Med. Donc ça, c'est en 76. Et nous faisons toute une saison au Club Méditerranée où ça consiste à jouer une demi-heure en tant que musicien, bien évidemment, jouer une demi-heure avant le grand spectacle et jouer une demi-heure après le grand spectacle. Donc voilà, on part pendant 6 mois au Club Méditerranée à Djerba la Douce, pour ne pas la nommer non plus. Et ensuite, on revient, et c'est à la suite de ce voyage que, excédé par le manque de résultats sur nos compositions, notre musique, et puis aussi à cause
cause de quelques tensions qui sont survenues entre certains membres du groupe, que le groupe se sépare, fin 76. À la fin 76, le groupe étant dissous, je décide de rentrer de Paris vers le Périgord, où j'ai vécu pendant très longtemps et où j'ai fait du bal pendant des années, pour retrouver une copine et pour éventuellement refaire un peu de bal, parce qu'à l'époque, effectivement, il fallait bien gagner quelques sous pour survivre. Donc je rentre dans le Périgord et je retrouve un job dans un orchestre de bal qui s'appelle Martin Transit, avec d'autres copains musiciens que je connaissais bien. Et c'est à cette époque-là, où étant en concubinage avec une camarade dont les parents faisaient de l'élevage de veaux, que je deviens moi-même le cow-boy du Périgord, c'est-à-dire où j'aide à la famille, puisque toute la famille était dans l'élevage de veaux en batterie, le père, la mère, les frères, les 2 frères, donc je donne un coup de main à ces gens-là, et je vis avec cette jeune femme pendant quelques temps. Jusqu'au moment où je me sépare de cette joyeuse périgourdine et où je me retrouve à vouloir faire une espèce de retraite spirituelle pour essayer de faire un peu le point dans ma vie. Et donc ça, c'est courant début 78. Je me retrouve effectivement dans une cabane au fond des bois, dans la région du Périgord. Je dors avec une cognée à la tête du lit parce que la nuit, j'ai un peu la trouille quand même. Et je vis vraiment comme un sauvage au milieu des arbres et au milieu de la forêt. J'ai simplement un Solex blanc pour me déplacer une fois de temps en temps pour aller faire quelques courses. Et donc je vis là pendant ce début de l'année 78, jusqu'au jour où effectivement il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que la fille que j'avais quittée avait reçu du courrier qui me concernait, et dans ce courrier, il y avait une demande de Jean Vandelot, le producteur qui s'était occupé de Paris Palace Hotel dans les années 70, début des années 70, et qui me demande de le rejoindre, car il a quelque chose à me faire enregistrer, soi-disant une chanson extraordinaire dont je pourrais être l'interprète, et il me demande de le rejoindre en Belgique. Donc je rentre en contact avec le producteur Jean Vandelot, qui me dit, écoute, j'ai une chanson qui s'appelle Making Love, je cherche un interprète, mais j'ai vraiment pensé à toi. Maintenant que tu es tout seul et que tu ne travailles plus avec le groupe, viens me rejoindre, cette chanson, elle tira comme un gant, elle est faite pour toi. Donc, comme je n'avais plus rien à faire de particulier dans le Périgord, je prends un train et me voilà en Belgique, à Moucron, à la frontière franco-belge, et du côté belge, bien évidemment. Et donc, il me fait écouter cette chanson Making Love, que je trouve pas mal, effectivement. Et il m'annonce que nous allons très rapidement entrer en studio à Bruxelles, enfin dans la région de Bruxelles, à Ohain pour être tout à fait précis. Ohain est une petite ville qui se situe à côté de Waterloo, que tout le monde connaît grâce à la bataille, ou à cause de la bataille, ça dépend de quel côté on se trouve, de la Manche. Et donc, 2 jours ou 3 jours après, nous partons à Ohain, à Bruxelles, donc, dans ce studio qui s'appelle le Studio Cathy, et nous commençons les enregistrements de cette chanson Making Love, qui n'est pas une de mes chansons, qui est une chanson qui a été écrite par un gars du Cru, là-bas. Donc on enregistre cette chanson, et comme chacun sait, pour enregistrer une chanson, ça prend quand même quelques temps, quelques jours. On enregistre d'abord la rythmique, ensuite on enregistre des cordes éventuelles, des cuivres, après on fait chanter le chanteur, il y a des choristes, etc., etc. Donc ça prend plusieurs jours. Et donc, tous les soirs, nous rentrons de Bruxelles vers Moucron, parce que ce producteur aime bien rentrer chez lui le soir ou même dans la nuit. Et donc quand on arrive chez lui, on dîne, etc. Et le premier soir ou le deuxième soir, il me demande
pour le plaisir, de sortir ma guitare et de lui chanter quelques chansons du groupe Paris Palace Hotel qu'il avait produit, dont il avait un peu la nostalgie quelque part. Et bien évidemment, je lui joue de préférence mes chansons, et dans mes chansons, je lui joue Born to Be Alive avec une guitare acoustique comme ça, un truc un peu brut de décoffrage, quoi. Et il me dit, ah bah tiens, oui, ça, je me souviens de cette chanson, mais là, le fait de la réécouter comme ça, brute de décoffrage, je la trouve super efficace quand même. Bon, voilà, le message est passé. Et puis, il va réitérer la chose le lendemain, 3 jours après, et à un moment, il est arrivé avec une idée en me disant, Patrick, j'ai une idée sur cette chanson, je pense que ça peut être formidable. On est en pleine période disco. Je pense que si tu voulais te pencher sur cette chanson et lui donner un habillage qui corresponde à ça, ce serait vraiment, à mon sens, ce serait vraiment une réussite. Et là, le ciel me tombe sur la tête, le sol se dérobe sous mes pieds, parce que le disco, c'est quelque chose que je maîtrise pas. J'ai toujours fait de la pop dans ma vie, et donc le disco, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un gros mot, mais pas loin. Et donc, dans un premier temps, je suis assez froid sur cette proposition. Et puis au cours de nos conversations, il y a un élément qui va commencer à me convaincre quelque part. En fait, Jean Vandelot me dit est-ce que tu aimes les Bee Gees ? Alors je dis oui, forcément j'aime les Bee Gees puisque ce sont des camarades des Beatles et que moi je viens de la pop et que j'ai baigné là-dedans dans toute mon adolescence et ma prime jeunesse. Donc j'aime les Bee Gees. Et il me dit, est-ce que tu considères que ce qu'ils ont fait sur Saturday Night Fever, c'est de la merde ? Et je lui dis, pas du tout, je trouve ça franchement bien, quoi. C'est à la fois dansant, mais à la fois il y a de la mélodie, à la fois il y a des chœurs, à la fois Et ben il me dit voilà ce que je veux faire avec Born to Be Alive, c'est un peu un travail cousin de ça, c'est-à-dire que on va garder ta chanson, on va garder la mélodie, vous allez vous amuser dessus et tout, etc. Mais on va essayer de la rendre plus efficace qu'elle n'a jamais été. Donc ça commençait quand même à me convaincre un peu. Et puis dans la foulée, il me dit écoute, je vais te louer un petit studio de maquette. Appelle si tu veux un camarade à toi pour pas que tu sois tout seul sur ce coup-là. Et vous prenez votre guitare sous le bras et vous allez au studio. Je vais vous donner une feuille de route qu'il faudra essayer de me respecter. Et puis vous me rapporterez le résultat et on verra. Donc moi, ni une ni deux, j'avais une idée derrière la tête. Je me suis dit, tiens, je m'entends très très bien avec Hervé Tolence, qui était vraiment d'abord un ami, vraiment un ami, et ensuite avec lequel j'avais beaucoup travaillé vocalement quand nous étions au Club Med. Notamment, toutes les nuits, nous allions jouer tous les deux de la guitare acoustique dans un petit resto qu'il y avait sur la plage. Et on faisait chanter tout le monde, les pieds dans le sable, en faisant tout le répertoire des Beatles de A à Z. Donc on avait une vraie connivence vocale et nous étions vraiment très amis tous les deux. Donc je pense à lui, je l'appelle et je dis écoute, Jean a une idée sur Born to Be Alive, est-ce que tu veux me rejoindre pour que l'on travaille sur cette idée ? Et il me dit oui, bien évidemment, parce qu'il n'avait rien à foutre, lui non plus, depuis que le groupe s'était séparé. Et donc il me rejoint. Jean Vandelot nous livre une feuille de route en disant voilà, elle est simple, la feuille de route, j'ai 3 ou 4 éléments que je veux impérativement que vous respectiez, et ensuite, lâchez-vous, faites ce que vous savez faire, des Beatleseries, des guitares, des voix, ce que vous savez faire. Brodez un peu autour de ça, mais je veux le squelette de la chanson. Alors, dans sa feuille de route, il y avait la vitesse du titre. Donc on avait une référence à respecter, c'était la vitesse de la chanson You Make Me Feel de Sylvester, qui pour les musiciens est à un battement de 132 ou 133 BPM. Donc on devait respecter cette vitesse. Il y avait la basse qui devait faire des octaves,
tung ting, tung ting, tung ting, tung ting, comme ça. Et il y avait le Charleston de la batterie qui devait faire pichet, 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 pichet. On appelle ça un pichet. Et une pédale pied, bien évidemment, grosse caisse, droite, comme dans tout ce qui est disco, qui fait boum, 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 boum. Donc on avait ces éléments-là qu'on devait respecter. Et nous sommes allés donc à GMAP, dans un studio d'enregistrement de maquettes, qui appartenait, je ne sais pas s'il l'a toujours, mais qui appartenait en tout cas à l'époque à Adamo, GMAP en Belgique toujours. Et nous sommes partis donc munis de cette feuille de route. Sur le tas, Hervé Tolence donc s'est amusé avec un riff de guitare qui est devenu la chose la plus évidente quand on commence à écouter Born to Be Alive. C'est ce riff de guitare qui est incroyablement reconnu aujourd'hui. On reconnaît la chanson, d'ailleurs au premier instant, grâce à ce riff de guitare qui a été créé à ce moment-là. Et ensuite, on s'est amusé, effectivement, on a fait toutes les voix, et on a respecté, bien évidemment, la feuille de route de Jean Vandelot. On a fait, une fois sorti de là, un petit bobino de magnétophone, et qu'on a rapporté à Jean Vandelot. Et Jean Vandelot, quand il a écouté ce que nous avions fait dans la journée, nous a dit, à notre très grande surprise, les mecs, vous venez de pondre une bombe atomique. Et là, les bras nous sont un peu tombés, parce que moi, je trimballais cette chanson depuis 1973. J'en avais fait plusieurs versions. Et honnêtement, voilà, c'était un peu la surprise d'entendre que c'était une bombe atomique. Ceci étant dit, la suite a prouvé quand même qu'il a été un peu visionnaire sur l'histoire quand même. Jean Vandelot nous dit, les gars, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on ne va absolument pas changer les éléments que vous avez mis dans cette maquette, le squelette va rester le même, mais on va tout faire rejouer par des musiciens de studio, dans un studio plus performant que le petit studio de maquette de GMAP. Donc on retourne à Bruxelles, au studio Cathy, il convoque des musiciens de studio et on réenregistre, dans un premier temps, on réenregistre exactement ce que nous avions, nous, avec Hervé, créé en studio de maquette. Donc c'est rejoué d'une manière professionnelle et propre. Et ensuite, Jean Vandelot demande à un arrangeur qui s'appelle Guy Delot de lui écrire des cordes et des cuivres. Il demande à Dan Laxman de nous faire quelque chose qui n'existait pratiquement pas à l'époque, de nous faire une séquence de synthé avec un séquenceur, sequencer, qui sera ce fameux infrabasse que l'on entend ou que l'on devine dans Born to Be Alive, et sans cet infrabasse, honnêtement, la chanson ne tourne pas comme elle devrait tourner. Vraiment, Dan Laxman, je lui dis, parce que je le vois toujours, c'est un musicien belge et homme de studio, et en fait, je lui dis, sans ta séquence, si tu veux, la chose n'aurait pas été la même. Donc on réenregistre tout ça, on met tout ça au propre, je chante, on fait les chœurs uniquement Hervé et moi, c'est-à-dire que quand on me pose la question de savoir si Madonna a chanté dans les chœurs de Born to Be Alive, non, il n'y a qu'Hervé et moi qui chantons sur cette chanson. La voix grave est faite par Hervé, cette célèbre voix grave, Born to Be Alive, ça c'est Hervé qui chante, mais c'est trop grave pour moi, je n'y arrive pas. Et on fait tous les deux. Et ce sera pratiquement sur toutes les chansons la même chose. C'est-à-dire que j'étais parti d'un principe aussi, je suis un fan des Beatles, et les Beatles n'ont jamais, sauf une fois, ce qui a rendu McCartney absolument furieux, fait faire des voix, des vocaux par des femmes. C'est-à-dire que toutes les voix, même les plus aiguës, étaient faites par les Beatles eux-mêmes, et il y a eu une trahison de Phil Spector quand il a mixé The Long and Winding Road, la chanson de McCartney. Il a fait intervenir une nana dans les chœurs, ce qui a rendu McCartney absolument furieux.
et ce qui fait qu'il l'a réenregistré par la suite en virant bien évidemment cette voix de femme. Donc on était parti du même principe et il n'y a que Hervé et moi qui chantons sur cette chanson Born to Be Alive. Pour l'enregistrement de la voix de Born to Be Alive, j'ai fait exactement comme j'ai toujours fait et comme mon producteur Jean Vandelot savait qu'il fallait faire. C'est-à-dire que il faut enregistrer, contrairement à certains chanteurs, il faut enregistrer la première piste que je fais parce que ce sera la plus spontanée. J'ai une tendance à ne pas chanter faux, donc en général, il n'y a jamais de gros accidents, mais on garde la première pour l'intensité, pour la spontanéité de la chose, et ensuite on vient en correction sur certaines petites parties où on voudrait mettre un peu d'emphase sur un mot, sur une inflexion, etc. Mais on garde en général le premier jet qui est fait de A à Z. À l'origine, mon texte sur le premier couplet, c'était la première phrase, Time was on my side when I was running down the road, my life to find. Et en fait, c'est la seule chose qui a été corrigée par mon ami anglais John Turton, qui est un garçon de Brighton avec lequel j'ai travaillé beaucoup à l'époque, avec lequel j'ai écrit les textes, et qui était mon censeur, sans lequel je n'enregistrais absolument pas de façon à laisser passer aucune franchouillardise dans ma manière soit de prononcer, soit d'interpréter un mot. Et donc, je ne sais pas pourquoi le mot road, quand je le parle, il sort bien, quand je le chante, il sort mal. Donc au bout d'un moment, John m'a dit, écoute, tu sais quoi, on va oublier road et on va dire street, parce que ça, street, d'abord c'est plus pétant, c'est un mot qui est plus pétant. Et en plus, tu n'as pas de problème pour le prononcer. Et la fin de la phrase, my life to find, il trouvait que ça faisait un peu franchouillard. Donc en fait, il m'a dit, tu sais quoi, on va changer ça. Et c'est lui qui a trouvé quelque chose que personne ne comprend en plus, qui est It was no bind. It was no bind. Et en fait, ce qui veut dire ça ne porte pas à préjudice. Enfin, je veux dire ça ne porte pas. Oui, ça porte pas à préjudice, ça n'a pas de conséquences. Et en fait, c'est une expression, je pense, qui est typiquement anglaise et que les Américains ne saisissent pas. C'est-à-dire que c'est pas clair en plus au niveau de, très honnêtement, quand on écoute le titre, on a un peu de mal à entendre le N dans bind, B-I-N-D, bind. Donc les Américains entendent buy. Mais voilà. Donc en fait, c'est les deux petites corrections qui ont été amenées par John Turton dans la chanson. Et par la suite, il n'y a aucun titre, même sur le second album, où John n'était pas là pour vérifier que tout se passe bien, c'est-à-dire que on ne puisse pas dire « Ah ouais, non, mais c'est un franchouillard là qui chante ». Donc c'était important pour moi, puisque avec ce titre, le marché international était visé. Donc il fallait qu'on soit forcément irréprochable au niveau de l'anglais. C'est d'ailleurs pour ça que très peu de chanteurs français ont craqué les marchés anglo-saxons, parce que très peu sont capables, effectivement, de... Enfin bon, mes chevilles n'enflent pas pour autant, mais très peu sont capables de le faire sans qu'on puisse discerner qu'ils sont franchouillards. À l'écoute de Born to Be Alive et des autres titres, auprès d'une école d'interprètes à Bruxelles, personne n'a décelé que j'étais français. Les Anglais pensaient que j'étais Australien, les Australiens pensaient que j'étais Canadien, les Canadiens pensaient que j'étais Mexicain, mais personne n'a décelé que j'étais français. Par contre, effectivement, Born to Be Alive, peut-être considéré comme un pléonasme, mais au niveau poétique, au niveau philosophique,
ça ouvre quelques portes. Pour l'anecdote, nous étions en direct avec un Anglais dans le studio, donc là, de ce côté-là, on n'avait rien à craindre, et nous étions au téléphone avec les Américains, puisque mes producteurs avaient des correspondants aux États-Unis, des amis aux États-Unis, et qu'avant même que le disque ne sorte là-bas, on était en contact avec ces gens de façon à voir ce que éventuellement ça pourrait donner auprès des Américains. Et les Américains étaient absolument contre le fait de prononcer Born de cette façon-là. C'est-à-dire que l'emphase qu'il y a sur Born, sur cette espèce d'emphase sur ce mot, ne leur plaisait pas. Et c'est un peu grâce donc à John, qui était dans le studio, que nous avons conservé cette façon de prononcer ce mot, parce qu'il aurait été très facile de retourner devant le micro et de faire quelque chose de plus doux. Mais John nous a dit non, vous ne devez pas le changer. Et ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que quand Born to Be Alive a été un titre extrêmement joué et connu aux États-Unis, et que je croisais des gens dans les couloirs de ma maison de disques, les gens, quand ils me croisaient, me faisaient Born, Born. Donc c'était devenu finalement un gimmick, quelque part. Donc bravo John, merci. On m'a appelé, et ça m'arrive encore, hein, on m'a appelé Monsieur Born. Comment ça va, Born? Yes, we were born. Ils entendent, je suis le boy. Mais bon, ça a du sens aussi, quelque part. Pour le propos de Jean Vandelo, quand on est sorti du studio, c'était donc, je confirme, c'est une bombe atomique. Et en fait, Jean est quelqu'un qui avait fait d'énormes tubes dans la variété, avec les Sunlight, avec Crazy Horse. C'était un vendeur de disques. Il avait vendu, avant Born to Be Alive, il avait vendu des millions et des millions de disques. Et en fait, son propos, c'était, avec Born to Be Alive et avec un artiste qui pouvait se frotter au marché international, c'est réussir à faire ce que pratiquement aucun producteur européen avait fait auparavant, c'est-à-dire de craquer les marchés anglo-saxons. Alors, le disco a été effectivement une musique qui a été portée notamment par beaucoup d'Européens, des Allemands, avec Donna Summer et avec toute la bande de ces Allemands de l'époque, avec les amis de Boney M aussi, ce sont des producteurs qui sont des producteurs européens, avec Bellolo et Morali qui étaient les producteurs de Village People. Donc cette musique était propice à la réussite des Européens. Et donc Jean Vandelo voulait marquer son parcours quelque part avec quelque chose qui aurait un retentissement international. Parce qu'au niveau franco-français, franco-belge, disons franco-belgo-suisse, il avait réussi tout ce qu'on pouvait imaginer. Il avait réussi avec Brasilia Carnaval, avec, je me répète, mais avec Crazy Horse, avec les Sunlights, et je ne parle pas des réussites qu'il a fait ponctuellement avec des artistes belges pour la plupart, ou du nord de la France. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une carrière absolument éblouissante depuis des années et qui voulait marquer d'une pierre, avec un titre comme Born to Be Alive, le fait d'avoir réussi au niveau international. Et là, mieux qu'avec Born, c'était quand même difficile, quoi. Donc nous sortons de ce studio avec un premier mixage, très correct, vraiment, et les deux producteurs que j'avais, Jean-Claude Pellerin et Jean Vandelo, commencent à faire le tour de leurs connaissances au niveau du show business français, et ils connaissaient beaucoup de monde, puisque c'était deux personnes qui étaient depuis très très longtemps dans le showbiz, et en fait, pendant 6 mois, à peu près 6 mois, puisqu'on a fini l'enregistrement et le premier mixage au cours de l'été 78. Pendant les 6 mois qui ont suivi,
ils se font jeter de partout. C'est-à-dire que personne ne veut de ce titre. Tout le monde trouve ça pas bien. On va même jusqu'à dire que le nom de l'artiste est incompréhensible, avec un prénom irlandais, un nom Hernandez qui résonne comme un nom pied noir. Pour les Français, il y a quelque chose d'un peu péjoratif dans cette histoire-là. On va même jusqu'à dire que ça fait bonne espagnol. Ça fait boniche espagnol, Patrick Hernandez. Pas très aimable. Et donc, le tempo est trop rapide. Cette chanson ne trouve pas grâce à aucun moment aux yeux du show business français. Jusqu'à ce qu'une personne qui va être importante dans cette histoire-là, comme d'autres personnes qui seront importantes ou qui ont été importantes avant, quelqu'un qui s'appelle Adelmo Minardi, qui est un ami intime de Jean Vanloo. Jean Vanloo et lui ont travaillé sur des productions belges, justement, dans le passé. Et Adelmo Minardi, qui vit à Paris, dit à Jean Vanloo, c'est lui qui allume cette mèche en disant « J'ai un copain à Milan qui s'appelle Giannini, il tient un petit label privé, allez le voir de ma part, allez lui faire écouter ça, parce qu'honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ça ne trouve pas grâce aux yeux du showbiz français. » Et donc, muni de cette information, rendez-vous est pris avec M. Giannini à Milan. C'est pratiquement fin d'année 78, et Giannini écoute une fois le disque et nous dit « Mais c'est une bombe atomique, votre truc ». Calmi. Qui abbiamo... Ciao, per un istante che so che Paola ha una... Sì, sai, ci è arrivata direttamente dalla tua casa discografica questa bellissima nota su di te, no? Biografica? Io adesso sì, nota biografica. Così io lunga? Adesso sì, penso di sintetizzarla, no? Ti pare? Direi di sintetizzarla. Sì, perché leggerla tutta, sai, sì, arriviamo sì. fino al telegiornale. Fammi riassumere un minuto, aspetta, Ecco, una cosa un più attimo magari solo, sintetica. sì. Eccolo qua. Patrick Hernandez con Born to be Alive. Capito? Che proprietario simile, bravo! Grandi successi, so che... Donc voilà, le deuxième, après Jean Vanloo, à nous dire que c'est une bombe atomique. Et le mec nous dit, je sors ça, mais immédiatement, on fabrique, on sort, etc. Et donc, pour passer les détails, en quelques jours, c'est une véritable traînée de poudre, c'est-à-dire que c'est le début pour l'Italie des radios libres, bien avant la France, et toutes les radios libres s'emparent de ce titre. Dans les discothèques, on n'entend que ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la soirée, et je décroche un numéro 1, je décroche la chose en l'espace d'un claquement de doigts. Et donc voilà une première information positive sur ce titre. Donc ça c'est fin 78, début 79. Et le Midem arrive en février, si mes souvenirs sont bons. Mes 2 producteurs louent un petit spot et on organise une remise de disque d'or, puisque j'ai déjà décroché le disque d'or en Italie. Et donc M. Giannini me remet, devant le spot que nous avions loué, me remet un disque d'or. Donc il y a des photographes qui ont été convoqués, et des gens de ce métier, quoi, et qui disent « Mais c'est qui ce mec et c'est quoi sa chanson ?» Et là, on leur dit écoutez, c'est ce que vous venez de jeter là depuis 6 mois, quoi. Donc ça, c'est une petite anecdote. Sur ce, Jean Vanloo se dit, muni de cette information italienne, moi j'ai un label en Belgique, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais fabriquer mon propre disque. Avec mon fils, on va prendre une petite camionnette et on va aller livrer les disquaires à Bruxelles, à Machin, à Anvers, à Tournai. Et il distribue le disque part en discothèque et badaboum, même expérience qu'en Italie. En quelques jours, c'est une traînée de poudre et je décroche le 2e numéro 1 en Belgique. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que les Français, notamment la maison de disques CBS,
s'intéresse à ce titre et que nous allons trouver un accord avec la maison CBS à l'époque pour sortir le disque dans de bonnes conditions en France. Je fais ma première télévision en France. C'est une émission spéciale Noël, donc fin décembre 1978, avec Guy Lux sur un top club dont l'invité vedette est Charles Aznavour. Je chante sur un podium entouré d'une quinzaine ou une vingtaine d'enfants qui dansent disco autour de moi. Et ça, c'est la première manifestation télé me concernant sur Born to Be Alive. Ensuite, il y en aura bien évidemment des tonnes d'autres. Et ce qui est notable, c'est qu'effectivement, c'est la première. Après, il y a eu des manifestations un peu partout. Mais la toute première fois que j'ai chanté cette chanson devant du public, c'était pour l'émission de Guy Lux, le Top Club, où il dit Born to Be Olive, ce qui est maintenant d'ailleurs une récurrence que je retrouve en forme de set de table, de petits récipients pour mettre de l'huile dedans, de Born to Be Olive. C'est très très sympa, c'est un clin d'œil sympa, quoi. Patrick Hernandez va vous réveiller avec Born to Be Alive, avec aussi autour de lui des enfants de 6, 8 et 10 ans, notre disco club, qui va pour la première fois alors rentrer en action. À demain, bonsoir. Donc une fois qu'on a craqué l'Italie, la Belgique et la France, pratiquement simultanément, il y a toute l'Europe qui se met en route. C'est-à-dire la Hollande, l'Allemagne, surtout l'Allemagne, qui, je crois, suit très très rapidement le succès français, l'Autriche, bien sûr, et l'Angleterre, l'Espagne, bien évidemment. En plus, avec un nom comme le mien, ma foi, je suis bien accueilli en Espagne, le Portugal, la Grèce, etc., etc. Et ça, c'est dans cet espace de temps de janvier 79 jusqu'à juillet 79, à peu près. Donc tous ces pays sont craqués les uns derrière les autres. Moi, je me balade en avion en permanence avec ma canne, mon truc, mon machin, mon chapeau, et je vais chanter partout cette magnifique chanson qui est Born to Be Alive. L'été 79, c'est le démarrage aux États-Unis et dans cette partie du monde. Donc là, on change de registre. Ça n'est plus du tout la même chose. J'ai déjà fait une incursion en avril 79 pour présenter le titre aux États-Unis. Mais voilà, je suis dans le top. En juillet 79, je décroche les numéros 1 les uns derrière les autres dans tous les États des États-Unis. Et là, ça commence à devenir sérieux parce que je commence à faire des émissions qu'on appelle coast to coast, c'est-à-dire d'une côte à l'autre, de la côte est à la côte ouest et inversement. Donc, je fais le Dick Clark Show, je fais le Merv Griffin Show, qui sont deux énormes shows coast to coast aux États-Unis et que l'on ne fait que lorsqu'on est vraiment très très bien placé dans les hit parades. Et donc je commence à vivre cette aventure américaine. Alors en même temps, il y a effectivement le Canada, il y a l'Australie, il y a pratiquement tous les pays anglo-saxons se mettent en marche à peu près au même moment. Le seul pays qui fera de la résistance, mais ça ce sera étonnant pour personne, c'est l'Angleterre. Je n'obtiendrai qu'un disque d'argent et j'arrive à numéro 9 au hit parade anglaise, ce qui me permet d'ailleurs de faire l'émission Top of the Pops en Angleterre, qui est l'émission que l'on ne fait que si on est dans le top 10, c'est-à-dire dans les premiers 10 du hit parade. Donc numéro 9, j'ai le droit de le faire, mais je n'irai jamais plus haut
dans le hit parade parce que la musique disco en Angleterre n'a jamais fonctionné comme elle a fonctionné dans le reste du monde. C'est-à-dire que les Anglais ont fait de la résistance et que c'était une musique qui était plus ciblée uniquement sur le monde de la discothèque et sur le monde gay. Donc en fait, c'est resté dans une espèce de ghetto comme ça, et ça n'a jamais fait ce qu'on appelle en anglais le crossover. C'est-à-dire que très rares sont les titres qui sont retrouvés dans les hit parades variétés. Les titres disco ont eu du mal à faire ce fameux crossover. C'est quelque chose qui était tout à fait jouable en Australie, ou tout à fait jouable au Canada, anglais ou français, ou tout à fait jouable aux États-Unis. Mais en Angleterre, non, il y a eu une vraie résistance sur cette musique qui restait cantonnée effectivement dans ce ghetto du monde de la nuit, de la danse et du monde gay. Je n'ai fait qu'une seule télé, c'est Top of the Pops en Angleterre. Après, j'ai fait des galas en discothèque. J'ai fait une mini-tournée d'ailleurs, je crois que c'était en 81 ou 82, de discothèques en Angleterre. Mais au niveau de la télé, j'en ai fait qu'une en Angleterre. Promo pendant 3 ans. Et la deuxième année, l'enregistrement d'un deuxième album qui sera plus ou moins une commande de la maison de disques américaine CBS, en disant Patrick est arrivé très tard dans l'épisode disco, donc miracle absolument exceptionnel, on a cassé le monde entier avec ce titre au moment où le disco était déjà en perte de vitesse. Ne réitérons pas l'histoire, il faut que Patrick, s'il sait le faire, passe à autre chose que le disco, parce que là, ça va être cuit, l'histoire va être cuite, donc il faut vraiment qu'il fasse autre chose. Ceci étant dit, mon producteur Jean Vandelot et moi-même, nous disons, chouette, puisque ça n'est pas la musique qu'affectionne particulièrement Patrick, et que Patrick est quelqu'un qui écrit des chansons pop, passons à de la pop rock, et on va comme ça se faire plaisir nous, et faire plaisir aussi à la maison de disques. Et là, nous avons péché par excès de confiance. Alors je le dis maintenant, parce que j'ai plus rien ni à gagner ni à perdre, mais ce deuxième album est une compilation de très très bonnes chansons. Mais malheureusement, on a oublié que pour traîner un album, il faut un tube fort sur cet album. Et c'est la chose sur laquelle nous n'avons pas été suffisamment concentrés. On a été concentrés sur le fait de faire de la bonne musique. Donc on a dépensé une fortune sur cet album. Mais vraiment, quand je dis une fortune, ça nous a coûté aux alentours de 4 millions de francs à l'époque. C'était absolument énorme. On a voyagé de château en château. J'ai fait des studios à Londres, j'ai fait des studios à Philadelphie, j'ai fait des studios à New York, j'ai fait des studios en France. J'ai travaillé avec des musiciens dans tous ces pays, des musiciens d'Atlanta, que nous avons fait venir en plus en Belgique pour enregistrer avec nous dans le studio Cathy. Donc en fait, on s'est concentré sur le fait de faire un bel album d'un mec qui vient de vendre des tonnes de disques et qui perd de vue que si jamais il n'a pas une deuxième bombe atomique, il va se le mettre aux fesses, son album. Et ça, honnêtement, c'est vraiment dommage parce que cet album est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est un disque que j'affectionne beaucoup. Et malheureusement, je suis suffisamment maintenant, avec le recul, je suis suffisamment clair dans ma tête pour analyser le truc et me dire comment on a pu laisser sortir un truc pareil, alors qu'à l'époque, en plus, on aurait dit aux États-Unis, par exemple, à tous les compositeurs des États-Unis, d'Angleterre, de France, de Navarre, Patrick Hernandez a besoin d'une chanson parce qu'il lui en manque une, il lui manque un boulet de canon pour son album.
mais tout le monde se serait foutu au boulot. Je venais de vendre 15 millions de disques. Quel compositeur n'aurait pas dit putain, c'est mon tour, c'est à moi, je vais le faire. Donc là, c'est un excès peut-être d'orgueil ou un excès de confiance, une perte de vue de la réalité, parce que c'est vrai que quand on est comme ça propulsé sur le toit du monde, on se dit voilà, j'y suis, j'y reste, plus rien ne peut m'arriver. C'est une grossière erreur qu'il a fallu que j'analyse par la suite d'ailleurs pour que ça devienne plus facile à digérer, parce que honnêtement, là c'est une erreur de parcours absolument phénoménale, quoi. On a considéré que la chanson Can't Keep It Up était une des chansons les plus vendeuses de l'album. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de télé sur cette chanson. Ceci étant dit, au niveau des résultats, on s'est aperçu très vite que c'était pas suffisant. Et c'est là où on a manqué de clairvoyance ou de clarté. C'est que lorsqu'on est sorti du studio avec Born to Be Alive, contre vents et marées, même en se faisant jeter pendant 6 mois, on était sûr qu'on avait un putain de tube dans les mains, quoi. Par contre, en revanche, quand on est sorti de studio après des mois et des mois, voilà, il y avait, certains aimaient bien une chanson qui s'appelle Losing Sleep Over You, qui est une chanson qui est magnifique en plus, mais qui n'a rien à voir avec ce que les gens m'attendent de devoir faire. Certains aimaient Can't Keep It Up, d'autres aimaient d'autres chansons, donc c'était la preuve par 9 qu'on n'avait pas le titre indéniable sur cet album et qu'il aurait fallu le faire écrire par quelqu'un si moi je n'étais pas capable de l'écrire. Et ça, c'est une erreur grossière. Quand on voit ce qu'a fait Kim Carnes, par exemple, avec son album Bette Davis Eyes, c'est quelqu'un d'autre qui lui a écrit cette chanson, et c'est cette chanson qui a traîné son album. Quand on écoute l'album Kim Carnes, où il y a Bette Davis Eyes dessus, le reste c'est de la folk song. S'il n'y avait pas Bette Davis Eyes dessus, ça aurait été une catastrophe, quoi. Donc il faut savoir à certains moments dire stop, on sort pas l'album, on n'a pas le titre, quoi. Et là on a péché par excès de confiance, par excès de confiance, voilà. Et ça c'est une erreur de parcours très grave et qui m'a coûté très cher. Dans la foulée de Born to Be Alive, certains ont considéré que c'était une erreur de parcours. Moi, je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais enfin, peu importe. Maintenant, il s'est passé du temps. J'ai décidé de faire un single sorti donc de l'album Born to Be Alive avec la chanson Back to Boogie, qui était chantée en duo avec mon camarade Hervé Tolence. Donc pour moi, c'était une façon de lui mettre le pied à l'étrier, de le remercier du boulot qu'il avait fait incroyable sur Born to Be Alive. Et donc bien évidemment, j'ai entendu de tout. Quand je suis arrivé en deuxième single avec ce Back to Boogie en duo, les Gulux, les présentateurs, les producteurs, les réalisateurs de télé me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Au lieu d'enfoncer le clou avec une chanson tout seul qui ressemble à Born to Be Alive, on enfonce le clou, mon pote. On vient pas chanter un truc funky derrière un truc disco, et en plus avec un autre mec que personne connaît, dont tout le monde se fout. » Donc j'ai entendu de tout sur cette histoire-là. Mais enfin bon, ça c'est de l'anecdote, on s'en fout. Donc deuxième single, Back to Boogie en duo avec Hervé Tolence. Et troisième single sorti de l'album, Disco Queen, qui effectivement est plus proche dans l'esprit de Born to Be Alive, au niveau de la vitesse, au niveau de l'esprit musical. Je suis tout seul à le chanter. Alors il aurait peut-être fallu faire l'inverse, c'est-à-dire faire Born to Be Alive, Disco Queen et Back to Boogie, histoire de diversifier un peu les choses. En fait, on a voulu peut-être aller trop vite pour remercier Hervé de son magnifique travail sur Born, et on a voulu surprendre quelque part, et on a surpris les gens dans le négatif, c'est-à-dire que les gens l'ont pris d'une manière
d'une mauvaise manière, en disant qu'est-ce qu'il fout avec cet autre mec là, puis en plus c'est funky, on n'y comprend plus rien. Donc voilà, donc c'était peut-être une erreur de parcours. En tout cas, je suis content de l'avoir fait parce que peut-être que si ça n'était pas fait dans cet esprit-là, on ne l'aurait jamais fait, je sais pas. Enfin bon, toujours est-il que l'histoire est faite comme ça. Et Back to Boogie, donc qui est arrivé en deuxième single, était une chanson que j'avais écrite et déjà enregistrée avec Paris Palace Hotel auparavant, comme Born to Be Alive, et dans une autre version totalement différente qui n'avait rien à voir avec celle que les gens ont entendue à l'époque disco. Un personaggio, un amico, diciamo, che è già stato qui l'anno scorso e Disco Ring gli ha portato fortuna. Sentite con che pezzo. Born to Be Alive, Patrick Hernandez. Salut Patrick. Bonjour. Bene, intanto un doppio grazie a Patrick che tra un volo e l'altro ha avuto il tempo di venire qui a Disco Ring e a portarci che cosa? Cosa ci ha portato? J'ai compris, j'ai apporté un nouveau disque, un nouveau titre qui s'appelle Disco Queen et que je vais chanter pour la première fois en Europe. Et il n'y a qu'hier, samedi, que je l'ai chanté à Los Angeles pour la première fois. A look from her is like a shot. The men around her, they get real hot. Works at night at the disco star. You won't get far. Donc voilà, au niveau des singles, il en est sorti donc 2. En plus donc du single de Born. Je rappelle quand même, parce que les gens ont un peu oublié, que le deuxième single, donc Back to Boogie, a fait quand même quelques performances et qu'on en a quand même vendu un paquet. On serait très heureux aujourd'hui d'avoir vendu le peu que j'ai vendu de Back to Boogie, parce que vraisemblablement, ce titre arrivait juste derrière Born et que les gens ont acheté plutôt le nom et la renommée du mec qui venait de faire Born to Be Alive, plutôt que le titre lui-même. Mais il y a plein de gens qui m'en parlent. Jean-Pierre Maderne, mon camarade de Star 80, il l'a joué avec les Gaulois, un groupe de bal de la région toulousaine où il y avait Francis Cabrel dans ce groupe. Et donc Madère était bassiste, il est toujours bassiste d'ailleurs, et il a joué Back to Boogie. Donc c'est un titre il avait assez bien marché finalement. Donc bien évidemment le succès de Born to Be Alive a un peu effacé le reste, mais ce titre voilà, j'ai fait pas mal de télé même en Europe sur ce titre, en Italie notamment. Donc on peut pas dire que ce soit un bid. C'est un bid en fonction des ventes absolument extraordinaires de Born to Be Alive, mais dans un réseau normal de vente normale, c'est un disque qui a vendu quand même. Les ventes de Born to Be Alive ont tellement été énormissimes que tout ce qui va suivre forcément sera pas. C'est d'ailleurs le problème majeur de ce titre, c'est que c'est un titre qui est hors des chemins battus et que je n'ai jamais pu faire autre chose sans qu'on me dise tu es trop loin de Born to Be Alive, parce que c'est la référence, ou tu es trop près de Born to Be Alive, mais tu n'égaleras jamais Born to Be Alive, donc c'est toujours moins bien. C'est un cercle vicieux duquel je me suis sorti, moi, à la force du poignet, parce que au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol, mais c'est un cercle vicieux duquel on ne sort pas. C'est-à-dire que j'aurais tellement aimé faire mon premier disque et en vendre 100 000, et le deuxième en vendre 300 000, et finir par 17 millions de disques, ça aurait été d'une logique implacable. Commencer par vendre presque 20 millions de disques, c'est pas très logique déjà d'une part, et secondo, c'est une épine dans le pied terrible, parce qu'il y a toujours une espèce de comparaison idiote qui se fait avec le titre, disant c'est trop près, c'est trop loin, ça y ressemble trop, tu fais complètement autre chose. J'ai tout essayé, j'ai duoté, j'ai trioté, j'ai chanté en français, j'ai chanté en italien, j'ai tout essayé.
hein, rien n'a fonctionné parce qu'on me ramène systématiquement et toujours à Born to Be Alive, qui est une bénédiction, ce titre. C'est une vraie bénédiction. Ça me permet encore d'en parler aujourd'hui. C'est vraiment super important pour moi. Ça a fait ma vie. Ça me permet de vivre aujourd'hui. C'est génial. Au niveau de la carrière, par contre, ça a été handicapant pendant un long moment quand même, vraiment. C'est-à-dire que j'avais beau écrire n'importe quoi, ça trouvait jamais grâce aux yeux de quiconque. Parce qu'il y avait sans arrêt cette connotation borne qui se faisait sentir à un moment ou à un autre. Et voilà. Et quand on voit effectivement aujourd'hui quel succès a encore cette chanson quand je l'interprète, avec Star 80, c'est pas pour rien qu'on démarre le spectacle de Star 80 depuis des années avec Born to Be Alive. Personne ne s'en lasse. Personne ne s'en lasse. Donc, voilà, j'ai fait une espèce de monstre gentil, parce que je le trouve plutôt sympa, mais c'est quand même un monstre quelque part. Voilà, c'est un enfant surdoué. Le personnage créé autour de Born to Be Alive est encore un de ces hasards qui ont ponctué ma vie dans tous les domaines. J'ai toujours fait confiance au hasard. Et en fait, le look de base de cette chanson, celui que les gens ont découvert et ont connu à l'époque, vient d'une autre chanson. Déjà, au départ, ce look n'était pas du tout fait pour aller sur Born to Be Alive. Et en fait, c'était un personnage que j'avais créé pour une autre chanson qui s'appelle Rendez-vous, et qui est un disco cabaret, et qui était une chanson de l'album Born to Be Alive, chanson à laquelle croyait beaucoup mon deuxième producteur, qui était Jean-Claude Pellerin, et qui pensait même que c'était peut-être le tube, the tube de l'album, et pas Born to Be Alive. Donc je m'étais préparé à éventuellement faire cette chanson à la télé. Ça m'est d'ailleurs arrivé à un moment. Et donc, ce personnage collait bien avec la chanson. Il y avait un côté cabaret. Et en fait, c'était un mélange de ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire que j'avais inspiré quelque part, de par mon comportement, de par mon look, j'avais inspiré notamment un photographe qui m'avait fait des photos dans un vieux château en ruine et qui m'avait un peu fringué comme un lord anglais en perdition, c'est-à-dire quelqu'un qui habite au fin fond de l'Écosse, dans un château à moitié en ruine, qui vit seul, qui le soir est attablé devant une table qui est absolument énormissime avec les pieds dessus, qui s'emmerde à longueur de journée, donc qui a un air désabusé, un air de se faire lamentablement suer à longueur de journée. Et donc il trouvait que ce personnage, quelque part, m'allait bien. Et en fait, j'ai fait un mélange des deux, quelque part. De ce lord anglais un peu décadent, un peu particulier, et du meneur de revue que j'avais créé moi pour cette histoire de chanson Rendez-vous. Et ça a donné effectivement à la fois ce personnage qui ressemble un peu à un meneur de revue, mais qui pourrait être aussi un lord anglais quelque part, qui s'amuse et avec un air un peu arrogant, quelque part, comme les lords peuvent avoir de temps en temps. Donc c'est un personnage qui est vraiment créé de toutes pièces. Par la suite, j'ai essayé de respecter pendant très longtemps ce personnage. Maintenant, au jour d'aujourd'hui et depuis pas mal de temps, la seule chose que je respecte, par respect pour le public, par respect pour ma chanson, par respect pour mon histoire, c'est le fait de chanter Born to Be Alive avec
la canne d'origine, qui est l'élément incontournable de cette chanson, qui est une signature quelque part. Donc ça, je respecte, et c'est pour moi pas du tout un effort, c'est-à-dire que je considère que cette chanson doit être chantée avec cette canne pour que les gens disent « Ah ben voilà, c'est lui, c'est le mec qu'on a vu, qu'on aime bien, qui a sa canne et tout, etc. » Donc je joue le jeu, et je joue le jeu avec plaisir. Maintenant, pour le reste, mis à part le fait qu'on me voit assez rarement en jean troué ou en grunge, je respecte quand même une espèce de dress code. Il y a toujours cet esprit un peu particulier, je dirais pas décadent, mais le fait de porter, là dernièrement, je portais un ensemble que j'ai acheté dans une boutique où on vend des kilts, un ensemble en cuir, un kilt en cuir avec le Spencer noir, toute l'attirail, hein, le sporran, la ceinture, tout le beans, les chaussures, le truc, etc. C'est certainement mon côté un peu pop rock qui remonte à la surface. Je reviens à mes origines quelque part, tout en gardant d'une certaine façon une forme d'élégance qui me convient. J'ai chanté pendant très longtemps là au début de Star 80, habillé en Yamamoto, avec un très long manteau, avec une capuche et tout, etc. Je veux dire, c'est tout sauf grunge. C'est une élégance perso, mais je veux dire, j'arrive pas en jean troué, quoi. J'aimerais bien de temps en temps, mais je ne le fais pas. Donc que ce soit le kilt, que ce soit le Yamamoto, que ce soit... Là, en ce moment, j'ai une veste très très bariolée pour chanter Born sur Star 80 aussi. Il y a toujours cette forme d'élégance quelque part. Chapeau melon, je l'ai porté pendant 1 an ou 2 sur Born to Be Alive. Il y a le côté toujours un peu anglais, quelque part, dans le truc. Donc, je respecte quelque part une espèce de dress code depuis des années, mais honnêtement, je ne me vois pas aujourd'hui en train de faire un duplicata de ce que je portais en 1979. Ce serait absolument ridicule. Les chanteurs qui chantaient à l'époque des 70, aujourd'hui, ne se baladent pas avec des cols pelle à tarte. J'évolue avec le temps et j'essaye de garder une ligne conductrice. C'est-à-dire que je ne suis pas passé de l'élégance anglaise à la grungerie totale. Je ne me balade pas en bûcheron canadien sur scène aujourd'hui, mais il y a une certaine évolution. Et quant à Born to Be Alive, il y a toujours à la fois une certaine élégance et à la fois la canne qui est là pour rappeler. Et sur Star 80, je chante plein d'autres choses. Et on ne voit plus la canne. Elle n'est là que pour Born to Be Alive, basta, point. Et voici l'instrument qui m'accompagne sur cette chanson depuis 79. Donc c'est la première, c'est la dernière. C'est celle qui a déjà fait 2 séjours au musée de la musique populaire et musée du costume. Donc voilà, elle est devenue célèbre. Et en fait, c'est un cadeau de ma marraine à la base. Et c'est une canne que j'ai très rapidement mis de côté de façon à ne pas la perdre. Donc, je ne la sors maintenant d'ailleurs que pour les très grandes occasions, genre Stade de France, ou alors pour des télés importantes. Sinon, elle reste effectivement à la maison. Et j'ai ces petites sœurs qui me servent pour les occasions moins prestigieuses. Voilà. Donc cette canne qui fut la première, je le souligne, est restée bien évidemment bien au chaud à la maison. J'ai utilisé d'autres cannes dès le premier album où on me voit sur cet album avec une canne avec un pommeau rond. C'était des petites sœurs de celle-ci et celle-ci était protégée à la maison. Donc j'ai ressorti cette canne à certaines occasions et notamment après l'enregistrement d'un disque en français qui s'appelait Il y a toujours des samedis soirs et des lundis matins, œuvre absolument impérissable.
Et donc, ensuite, elle est revenue à la maison et je l'ai protégée jusqu'à présent. Mais elle finira, de toute façon, elle finira dans un coffret en exposition quelque part. Je finirai par ne plus m'en servir parce que j'ai trop peur de la perdre. C'est vraiment quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens vraiment beaucoup. Alors celui-là, cette série de disques d'or, je les ai mis un peu à l'honneur parce qu'en fait, ce sont les disques d'or italiens. Donc, vous voyez, en fait, ça c'est de l'album. Et donc ça veut dire que je suis platine en album, parce qu'en fait 2 disques d'or égale un platine, et je suis platine en single. Et c'est l'Italie qui a fait démarrer Born to Be Alive, donc je suis très reconnaissant à l'Italie, c'est pour ça que c'est mis en évidence. Il y a une autre petite chose que j'aime bien aussi, qui est ce triangle qui m'a été offert par le Billboard aux États-Unis, où le commentaire est assez sympa. Il est question de l'artiste qui a transcendé ses racines rock pour faire de sa chanson un hit disco. Donc je trouve ça assez sympa parce qu'il y a un aspect musical dans leurs commentaires qui est plutôt sympa. Alors évidemment, peu de chanteurs français ont eu l'honneur et le privilège d'avoir ce genre de choses, donc j'en suis relativement fier. Bon, après, il y a le disque d'or américain qui est là, qui est certifié en plus, qui est sympa. Ça correspond un peu au retour en grâce de Born to Be Alive. C'était une émission sur la 6 Disco Machine qui avait été enregistrée à Bercy. Donc après, il y a les copains, les copines. Là, nous avons un disque de diamant, ce qui est assez rare pour la Scandinavie, qui est un territoire sur lequel j'ai vendu un maximum de disques, c'est-à-dire Danemark, Suède, Norvège. Donc c'est un disque de diamant, c'est le seul disque de diamant que j'ai eu avec Born to Be Alive. Beaucoup de platine, beaucoup d'or, mais un seul disque de diamant. Donc ça aussi, ça a une valeur sentimentale assez sympa. Donc là, c'est plutôt l'endroit de la bureautique, pure et dure, où j'écris aussi, j'écris mes bouquins, parce que je suis en train d'écrire un roman, ça me passionne aussi. J'ai écrit aussi mon autobiographie qui est sortie dans le commerce, qui s'appelle Alive, que l'on peut trouver facilement, d'ailleurs entre parenthèses, précipitez-vous. Et puis là-bas, il y a la partie musicale, en fait, donc avec collection de guitares, il y en a un peu partout, et c'est l'endroit, en fait, où je continue d'écrire des chansons pour le plaisir de les écrire, parce que je n'ai absolument, je rassure tout le monde, aucune velléité de faire un comeback avec un nouvel album. Donc j'écris vraiment de la musique pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes proches, et surtout pour me faire plaisir, puisque c'est ça quand même qui compte le plus. Donc voilà, c'est l'endroit où je travaille la musique en tout cas. Voilà, donc c'est un endroit convivial, plutôt sympa, un endroit où je reçois les gens quand je les connais pas trop et que j'ai envie de voir, de discuter avec eux, quoi. Donc voilà, c'est un endroit convivial où on se retrouve, on fait un petit feu l'hiver et puis on discute de choses et d'autres, quoi. Voilà. Daisy danse au bord de l'eau, les cheveux perlés de pluie. En fait, j'aime beaucoup l'équilibre que l'on s'est créé avec 120 concerts avec Star 80 par an dans des bonnes conditions et l'autre moitié de l'année à la maison, dans la tranquillité, dans le silence absolu. J'aime beaucoup cet équilibre. Quand cet équilibre est respecté, très honnêtement, j'ai pas besoin de grand-chose de plus, quoi. Donc, après, pour le plaisir, oui, on l'a fait avec Alec, on a fait un duo pour le plaisir de faire un duo qui s'appelle Changer le monde avec l'amour, qui est un clin d'œil très appuyé aux Beatles qui nous rassemblent tous les deux, Alec et moi. Et donc,
voilà, pour le plaisir, je peux encore faire des choses, mais l'équilibre avec Star 80 sur une année me va très très bien et j'ai pas vraiment envie d'autre chose. Et puis après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Donc il se peut très bien qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, il n'en est franchement pas question. Donc voilà, et cette aventure Born to Be Alive, en fait, après avoir fait une belle introspection dans les années 80, c'est-à-dire entre 84 et 87, 88, allez, disons presque jusqu'à la fin des années 80, jusqu'en 90, une introspection, une analyse des choses, cette aventure Born to Be Alive n'aura apporté que de la satisfaction finalement. Et ce titre incroyable s'est standardisé tout seul. Bon, avec l'aide effectivement des disjockeys, des gens de radio qui sont allés le repêcher et tout, etc. Mais on ne peut pas dire que moi-même j'ai fait beaucoup d'efforts pour le faire rejaillir ou réapparaître. Et en fait, quand c'est devenu un standard, c'est devenu une vraie bénédiction. C'est-à-dire autant il était pesant auparavant, tant qu'il est resté un tube, il était pesant. À partir du moment où il est devenu un standard, il est devenu une vraie bénédiction. C'est-à-dire que pour un auteur-compositeur français comme moi, le fait d'avoir fait un standard interplanétaire, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je remercie vraiment la providence de m'avoir apporté autant de bonnes choses dans mon existence, et notamment dans cette partie de mon existence, ou dans cette vie de musicien que j'ai vécue au travers de Born, et que je continue de vivre au travers de cette chanson. Donc voilà, l'analyse, elle est franchement magnifique, même si effectivement à certains moments ça a été un peu pesant, mais voilà, en finalité, je suis un homme heureux.